C'était la fin du monde après que le virus de l'usine lui eut lavé les pieds. L'homme entra dans une maison et s'apprêtait à rassembler ses affaires lorsque la glacière derrière lui attira son attention, car les usines aiment être conservées dans des endroits sombres. L'homme entra et écouta attentivement et découvrit qu'il y avait une usine à l'intérieur. Il ferma donc soigneusement la porte de la glacière, puis la fixa avec une attache en fer, et l'usine principale commença à se développer à l'intérieur. L'autre extrémité de la glacière principale fut placée sur sa propre voiture. Puis il ouvrit la porte d'un coup de pied et la tourna violemment. Le maître était un homme sanguinaire, mais il avait aussi une façon mortelle de faire les choses. C'est-à-dire qu'une fois exposé au soleil, il était rapidement brûlé, et ouais, parce que la vie de sa femme et de ses enfants était brûlée, détestait le maître au plus haut point. Alors il voyageait toujours seul, soit sur la piste, soit sur le chemin pour le tuer, et après en avoir tué un, il utilisait son couteau pour découper un fusil et le mettre sur la remorque à fusil, et plus le soleil se fatiguait, plus la remorque à fusil se remplissait de balles et plus la guerre s'aggravait. Mais la chose la plus effrayante n'était pas seulement le maître, mais aussi le maître. Mais sous le régime mexicain, ce n'était pas seulement les professeurs qui avaient peur, mais aussi les survivants qui s'entretuaient pour le peu de nourriture qu'ils avaient. Ce jour-là, Wei se rendait au travail et a soudain vu une femme assise dans la rue. Fort de ses nombreuses années d'expérience, il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un piège tendu par d'autres. Quelques survivants qui passaient, bien qu'inquiets, ont choisi de sortir de leur voiture et de se diriger vers la partie sombre pour vérifier, mais ils ont été soudainement abattus. L'affrontement entre les deux groupes fut instantané, mais à cause du faible poids du tuyau, les survivants ne se retrouvèrent bientôt plus qu'avec une femme, et quelques-uns d'entre eux voulurent se ravitailler. Mais quand ils virent que la femme avait encore quelques ressources, ils eurent une réaction diabolique, et voyant que la femme avait déjà été tuée, ils furent soudain interrompus par un coup de feu. Il s'avéra que c'était un homme injuste, ouais, qui avait tiré et s'était débarrassé instantanément de quelques-uns d'entre eux, puis il s'était rapidement caché à l'arrière de la voiture, et ensuite l'homme chauve sur le dessus, comme celui-ci, fut abattu. Bien qu'ils fussent nombreux, l'expérience de combat de Wei était encore plus grande, et il se servit des 7 wagons comme d'une extension de son miraculeux talent de tireur, et réussit finalement à anéantir la potence. Et si l'on n'oubliait pas qu'Achin, qui portait son vieux dos, regardait son plus jeune enfant, qui semblait n'être que battu, Achin avait l'intention de l'emmener avec elle, comme elle allait emporter le wagon, qui avait été détruit dans les tirs croisés, et Tianma était en route. Comme le train avait été détruit dans l'incendie et qu'il ferait bientôt nuit lorsqu'ils iraient au marché et partiraient au matin, les deux ne survivraient pas à la nuit, et Arjun ne pouvait que demander à Wei, qui s'apprêtait à partir, de les ramener dans son propre endroit ombragé. Derrière eux, il y avait déjà beaucoup de monde dans le marché. Achin installa et utilisa immédiatement un talkie-walkie pour protéger Yindi et leur dit de se dépêcher et d'amener quelqu'un pour les rencontrer à la porte. Ceux qui reçurent le message se déplacèrent immédiatement. Ceux qui n'étaient pas assez forts pour se battre, les blessures de Laolo, furent mis dans des pièces plus sûres, ceux qui restaient étaient chargés d'apporter des armes pour les rencontrer. Avec l'anneau jaune de Yindi sur la porte, tous entrèrent immédiatement en état de guerre, et Wei et les autres arrivèrent à la destination à ce moment-là. La ville était proche de leur connaissance, ils descendirent de la voiture, la ville était proche de leur connaissance. Le marché était déjà proche, mais après être sorti de la voiture, Wei a immédiatement tiré avec son arme pour mettre en place un plan. Mais la nuit, alors que le marché était loin, tout ce qu'il pouvait faire était de le frapper du mauvais côté de la jambe, mais au moment critique, l'homologue de Jinkai a senti une forte énergie et a instantanément guidé un grand morceau du marché, qui a ensuite reculé vers Ginza. Cependant, au moment où la porte était sur le point d'être fermée, Wei a vu un grand marketeur qui avait l'air de l'avoir déjà vu auparavant, et il semblait l'avoir déjà vu auparavant. Bien que la réception se soit bien passée, lorsqu'ils apprirent que les deux personnes qui étaient sorties avec Achin étaient toutes des rhinocéros, ils pointèrent du doigt le dernier homme, car Jintoki acceptait les étrangers de l'extérieur. Surtout ceux qui étaient si solitaires, si arrogants et qui aimaient en tuer les bons professeurs, qu'ils risquaient de donner naissance à Jintoki à un moment donné. La question de savoir s'il fallait ou non brûler le corps mou était sur le point de monter au niveau du corps, et les paroles d'Achin arrêtèrent la marée. Quand ils ont entendu cela, ils se sont tous mariés instantanément car ils voulaient depuis longtemps quitter cet endroit dangereux, et quand ils ont vu les photos de l'excitation prise par Achin, le vieil homme qui était le guide de Yindi a dit que si rien ne se passait ce soir, il s'envolerait de la ville dans la matinée. Quant à Wei, le vieil homme n'avait manifestement pas confiance en lui, et même s'il répétait qu'il prendrait soin de lui, le vieil homme a quand même pris son arme et a planifié de le mettre en garde à vue seul. Il voulait juste s'approvisionner, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Même s'il ne voulait pas le faire, il ne pouvait que bien se tenir et suivre les serrures. Avant d'entrer dans la vieille pièce, Wei posa des questions sur le grand maître ouvrier qu'il venait de voir, et on lui répondit que ce maître ouvrier était en effet différent, et qu'il semblait avoir développé sa propre conscience, car avec son apparence, les maîtres ouvriers n'étaient plus dispersés en groupes, mais attaquaient les êtres humains la nuit, et le jour, le roi des maîtres ouvriers les conduisait à se cacher dans l'obscurité. Le jour, les maîtres d'armes les conduisent à se cacher dans un hôtel voisin. Après avoir découvert l'emplacement exact de l'hôtel, Wei change d'attitude et respecte l'ancienne chambre où il était professeur. Mais, sans surprise, la situation de la force de surveillance apparaît immédiatement à l'extérieur du bâtiment,
Et il remarque soudain que la tête de la porte est cassée et que l'homme en charge de la porte écoute également le son d'une scène. Il suit le son et monte pour vérifier la situation, mais à la fin du son, il voit la présence d'un maître d'armes, et avec l'effondrement de l'homme dans la porte, d'autres maîtres d'armes en sortent. Au fur et à mesure que la division tombait, d'autres membres de la division s'avançaient et pénétraient à l'intérieur de Jinti. Le membre de la division, chargé de garder la main d'Awei, fut le premier à être victime des manœuvres du membre de la division. Il tira un coup de feu, mais malheureusement, il n'atteignit pas l'arme, ce qui alerta tout le monde dans la maison de Jinti. Mais le membre de la division tomba devant Awei. Après que le membre de la division eut quitté la maison, Awei se précipita pour utiliser l'attaque de verrouillage qu'il avait préparée à l'avance, et s'échappa de l'ancienne pièce. Même s'ils avaient l'impression d'être comme lui, ils ont été forcés d'entrer dans une vieille pièce où le dernier homme a été mis en pièces, et 2 d'entre eux ont essayé de regarder la porte, mais la division de l'usine les a retenus. L'homme savait ce qui allait lui arriver, mais la seule chose qu'il craignait, c'était pour sa fille, qu'il avait ramenée à l'aiguille, et pour le vieil homme. Soudain, les pauses l'avaient renvoyé. Bientôt, l'aube s'est levée et, comme prévu, ils étaient prêts à se rendre à l'endroit où se trouvait l'avion, mais lorsqu'ils ont essayé d'ouvrir la porte, ils ont constaté qu'elle ne s'ouvrait pas, comme si elle était bloquée par quelque chose, et afin de dissiper la folie, ils ont dû passer par la porte d'entrée, mais ce qu'ils ont vu devant eux était si sombre qu'ils avaient tous l'impression d'être piégés dans le monde souterrain. Et il y avait un grand nombre de voitures qui roulaient à toute allure et qui bloquaient l'ouverture de la porte lorsqu'ils étaient en bas. Et ce n'est pas étonnant qu'elle ne puisse pas être ouverte, comme s'il s'agissait d'une opération formelle sur Internet qui voulait piéger tout le monde dans le monde souterrain. Apparemment, cet opérateur de réseau de référencement officiel voulait piéger toutes les personnes à l'ombre et poursuivre l'exercice pendant la nuit. Les personnes endeuillées, qui étaient en possession de leurs esprits, ne savaient pas quoi faire, car il n'y avait aucun moyen pour elles de partir lorsque les voitures étaient laissées seules dans le sol. Certaines personnes ont suggéré de toucher toutes les voitures à l'extérieur, mais il n'y en aurait sûrement pas assez pour terminer le travail avant la nuit. Certaines personnes ont également dit qu'elles iraient chercher d'autres voitures à l'extérieur qui pourraient être utilisées, mais cette méthode a été rapidement détruite par Beau, car l'épidémie de virus avait déjà 2 ans et demi, et les voitures ne pouvaient plus être utilisées, et les personnes n'auraient pas eu la chance d'utiliser la voiture. Mais cette idée fut bientôt détruite par Beau, car cela faisait déjà 2 ans et demi que le virus s'était déclaré, et les voitures étaient devenues inutiles. Alors que les hommes ne savaient pas quoi faire, Avi eut une idée audacieuse. Au lieu de défendre les voitures, il valait mieux aller à l'hôtel et compenser la perte du filet, la perte du collier et l'absence de base. C'était une idée risquée, mais pour l'instant, c'était la seule qui pouvait être utilisée. Avi prit le reste des hommes pour faire sauter le vieil homme perdu, et ils arrivèrent bientôt à destination. Ils entrèrent dans le tuyau, et découvrirent que c'était une bonne cachette pour un mariage. Après une longue recherche, ils trouvèrent finalement l'homme perdu qui dormait sous terre, mais la façon de procéder avec le plan devint un nouveau problème. Comme il y avait 2 entrées, ils devaient aller à l'autre entrée pour placer les bombes, ce qui était une tâche très dangereuse. Voyant que personne n'allait dire quoi que ce soit, Long Haïr, qui avait toujours été un lâche, s'avança, prit les explosifs et traversa prudemment la rue. Mais alors qu'il était sur le point de s'écraser, le roi le surprit soudain par derrière, puis, après un moment de colère, il passa à l'autre entrée. Au réveil, tous les endeuillés préparés par les impôts, voyant que la mission avait échoué, les personnes restantes ont instantanément vu toute la puissance de feu et ont précipitamment reculé du sol, comme pour protéger les autres de partir en premier, et ont appuyé sur les boyaux explosifs inconnus jusqu'alors. Lorsque les 3 se sont cachés dans la cuisine, ils ont trouvé l'AOHEI dispersé dans le terrain vague. La seconde suivante, les endeuillés ont forcé la porte, l'un des endeuillés était l'œil de la maison, les 2 se sont échappés, ils ont perdu la fumée et l'encre et ont finalement utilisé une grenade pour se battre avec les endeuillés. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de courir et de courir, ils ne pouvaient que se battre avec les endeuillés qui se battaient encore. Ils sont finalement arrivés à l'extérieur avec du soleil, ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient que courir et courir, ils ne pouvaient que courir et courir, ils ne pouvaient que se battre et courir, ils arrivaient enfin à l'extérieur avec du soleil et du soleil, ils ne pouvaient que se battre et courir, 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 ils ne pouvaient que se battre et courir. Ils arrivaient enfin à l'extérieur avec du soleil et du soleil, avant que les endeuillés ne leur courent après. Ce n'est qu'alors que Los arrêta leur poursuite et tenta de protéger l'AOHEI en lui parlant, mais son état n'était pas optimiste comme s'il avait été mordu par Los, mais pour s'échapper d'ici, il devait aller chez lui chercher les provinciaux et il ne pouvait que se séparer. Awei était responsable d'attirer la droiture de Los et alla chez lui chercher les provinciaux de l'autre côté après une série de provocations. Awei réussit à camper Los et trouva l'AOHEI inconscient au même moment. Cependant, alors qu'il allait recevoir la parole, le vieux noir mordu s'est soudainement disputé et le bruit a tiré la droiture du roi. Awei ne pouvait qu'aller soutenir Dazian, alors que ce dernier venait de finir de résoudre le problème. Le vieux noir pleurait quand il était perdu et ils se sont battus entre eux. Dazian était en crise. Heureusement, Awei s'est précipité et s'est débarrassé de lui. Finalement, les 2 sont revenus à l'extérieur mais Dazian était toujours blessé par la griffure. Awei n'a rien dit, il s'est juste tenu à côté de lui. Il attendait qu'il se dispute et finalement, avant la tombée de la nuit, Awei a donné à Tazu un dernier tour de manège.
Par la suite, Weiwei réussit à se rendre à Nian à l'aide de la corde provinciale, car le soleil s'était déjà couché et la perte avait commencé à éclaircir le ciel, tandis que l'autre partie n'avait trouvé qu'un petit aérocar, car il ne pouvait pas emmener tous les hommes avec eux, et Adventure DS Sunan essaya de quitter les autres et d'emmener les pilotes avec lui, mais il fut refusé, et les autres blâmèrent l'égoïsme d'Adventure DS Sunan, pour lequel les deux parties étaient en marche. Quand ils virent les Béhuf dans le sud, et ce bus leur revint, et ils pouvaient maintenant repartir. Mais avant qu'ils ne puissent trop se réjouir, ils virent Wet amener un grand groupe de combattants perdus et ouvrir immédiatement le feu, mais le nombre d'hommes perdus était trop important, et l'affaire était déjà réglée, ils ne pouvaient donc pas partir ce soir, et ne pouvaient que se replier au camp pour faire d'autres plans. Cependant, Puissance perdue, menée par le filet de Shanghai, réussit également à entrer, et le reste des hommes ne put que courir vers le filet et ensuite surveiller rapidement les blessures, puis la porte bloqua l'attaque ultérieure de Puissance perdue, mais c'était sûr pour l'instant. Bien que temporairement en sécurité, il était encore incertain de survivre à la nuit. Tous étaient dans un état de grande panique, et Toutou blâmait Wei pour la mordue. Cependant, le plan a échoué, et personne ne souhaitait le voir. Et comme il était unanime, la poursuite de l'attaque ne devait pas être sévère. Les hommes devaient se regrouper et se relever dès qu'ils affirmeraient que tous survivraient à la nuit. Les seuls combattants qui restaient étaient ceux qui avaient mis au point leur plan de bataille. Auparavant, Wei nous avait confié son secret. La raison pour laquelle il était revenu dans cette ville était de venger la mort de sa femme et de son fils, morts aux mains du Losnet. En entendant cela, Wei voulait combattre le Los avec Wei, mais celui-ci refusa de le faire car son devoir était d'assurer la sécurité des vieux, des malades et des handicapés, et Wei se rendit donc seul à la porte, et Los Quan franchit la porte, et il riposta immédiatement. Mais juste après la première vague de pertes, la vague suivante est arrivée sur un ton différent. Il a jeté une grenade et s'est rapidement enfui sur le réseau. Bien que les vainqueurs aient résolu les pertes qui arrivaient, d'autres pertes arrivaient et ils ne pouvaient qu'utiliser leur avantage géographique pour lutter contre les pertes. Tous les hommes étaient pris dans une bataille décisive, mais même au dernier moment de la bataille, ils n'abandonnaient pas, juste pour donner plus de temps aux autres. La bataille féroce s'est poursuivie toute la nuit, bien que la plupart des combattants aient été victorieux, mais il ne restait que quelques pertes. Dans les derniers instants de la bataille, les soudales d'Oltoto furent recouvertes par de petites pertes menées par le filet de Béréan. Au moment où Avi le sentit, Oltoto était déjà parti vers le nord-ouest, et le filet de Béréan apparut devant lui, et il ordonna aux pertes de suivre Avi. Avi installa son arme et tira sur l'une des pertes, puis sur une autre dans la foulée. La dernière perte tenta de recouvrir les autres, mais elle fut attrapée par la dextérité d'Avi, qui utilisa alors son filet pour transformer la perte en une attaque de l'autre côté. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, Banraku était déjà derrière lui, et d'un seul coup, il jeta Avi hors de la pièce. 6.6. Si Avi ne pouvait même pas toucher Banraku, il ne pouvait donc que choisir une retraite tactique, mais sur l'image, il était toujours guidé par Banraku, qui le poursuivait toujours. Avi poignarda le corps de Banraku, mais il ne se rendit pas compte que cela ne faisait même pas mal, et à la place, il reçut un coup de poing de l'autre côté, assommant le pirate. Il n'eut aucune difficulté à repousser Banraku, et à la fin, il fut assommé par le coup de poing encore une fois. Face à cette force écrasante, Avi était pris dans un dilemme. Il regarda la porte du toit, il avait un plan en tête, Avi courut vers les escaliers, il allait le guider, suivi par Mosney, qui était juste derrière lui, sans même y penser. Bien qu'il était intelligent dans le sang ennemi, il ne savait pas que le ciel était plein d'ennemis, il était sur le point d'être dépassé par eux, et il ouvrit la porte du toit, et la porte du toit était ouverte. Avi a réussi à remplir sa mission, mais il n'a pas choisi de suivre l'autre côté dans l'avion et de partir. Au lieu de cela, il a continué seul à tuer et à perdre.